Moscou. Et il fait aussi bien des ouvrages que des recherches de terrain, notamment et particulièrement sur la rupestre, et il en a fait beaucoup au Canada, en Syrie et à l'île de Pâques. Voilà. Donc je lui cède tout de suite la parole pour nous parler justement de cet art de représenter dans la préhistoire. Ouais. Voilà. Ça marche? Oui. Bonsoir, donc je vais vous emmener dans un grand voyage à travers le temps, à travers l'espace. Alors, comme je le disais à Mme Staquet, c'est que à une époque, je donnais le cours d'art rupestre du monde à l'ULB et ça me prenait 25 heures. Alors, on va tenter de condenser ça en à peu près 1h20, 1h30. Et pour ce faire, j'ai choisi quelques endroits bien spécifiques qui sont vraiment représentatifs de la diversité de cet art rupestre dans le monde. Alors, j'ai commencé par vous présenter une carte pour vous montrer qu'en réalité, de l'art rupestre, il y en a partout dans le monde, sauf en Belgique. Mais bon, la Belgique est un petit pays, on a échappé à cet art rupestre. Et on en trouve depuis vraiment, dans les Amériques, on en trouve dans l'Arctique, tout à fait dans le nord, et on en trouve jusqu'en terre de feu. Il y en a vraiment par dizaines de milliers. La région la plus densément peuplée, si je puis dire, d'art rupestre en Amérique, c'est la Californie, où il y a plus de 12 000 sites qui ont été répertoriés. L'Afrique est gigantesque. Je vous présenterai deux régions, l'Afrique du Sud, enfin l'Afrique australe plutôt, et le nord de l'Afrique, où il y a vraiment des choses extraordinaires à voir. L'Asie, malheureusement, je n'aurai pas vraiment le temps de m'y attarder, mais on ira par contre en Australie, qui a fourni un art rupestre extraordinaire et qui est, lui, à la fois le plus grand en termes de sites, puisqu'on compte à peu près 20 000 sites sur ce territoire, mais il est aussi le plus large d'un point de vue chronologique, puisqu'on a des datations de moins 40 000 ans, et on sait qu'on a fait encore de l'art rupestre il y a moins d'une dizaine d'années. Donc c'est vraiment une longévité incroyable dans la création d'art rupestre, et pour ça l'Australie méritait qu'on s'attarde, ne fût-ce que quelques minutes. Alors, ça ne passe pas la dia suivante. Ah, si, pardon. Ok. Alors, je vais quand même vous parler de l'art paléolithique d'Europe avant de partir dans d'autres contrées. Bon, alors la préhistoire, je sais que vous avez forcément eu des cours, déjà, au préalable, donc vous savez ce que c'est que la préhistoire, et la préhistoire n'est évidemment pas qu'européenne, la préhistoire est mondiale, et dans notre cas, la préhistoire concerne toute population qui n'a pas d'écriture. Alors, l'interprétation, et je vais vous donner des indices parfois d'interprétation, est issue, elle, de l'ethnographie. Alors, pour l'art paléolithique, on est plus embêté parce que on n'a plus vraiment de personnes à interroger, si ce n'est nous. Et nous, on sait qu'on a tout oublié. Donc, on ne peut plus vraiment nous interroger concernant cet art pariétal paléolithique. Et comme vous le voyez, avec cette carte, je vous indique donc les extensions, en somme, de cet art à l'époque paléolithique, donc c'est indiqué de 35 000 à 10 000 ans. Et on a souvent considéré que cela formait un ensemble. On parle de l'art pariétal paléolithique européen. Or, comme vous le voyez, il a été créé, en somme, pendant plus de 25 000 ans. Et comme vous le voyez, il a été créé, on a des traces depuis le Portugal jusqu'en Sibérie, avec la grotte de Kapova, et des gravures dans le sud de l'Angleterre et des grottes qui se trouvent en Sicile. Donc c'est vraiment l'entièreté de l'Europe qui a été ornée, plus la partie occidentale que la partie orientale, mais c'est l'ensemble de l'Europe qui a été ornée. Alors, évidemment, on est en des milliers de kilomètres, sur des milliers d'années, et on est tous à peu près convaincus maintenant qu'on ne peut plus parler d'art pariétal européen dans un sens large. Oui, on pourra en parler en général, mais il y a des différences, il y a des époques différentes, il y a des manières de créer qui sont différentes. Là où évidemment on a des problèmes, c'est l'interpréter. Et si on a déjà du mal à interpréter pour une époque bien précise, évidemment, on est encore plus embêté lorsqu'on sait qu'il y a eu plusieurs époques de création. J'aime toujours bien dire qu'on a des problèmes enfin, on n'a pas des problèmes, mais il y a chaque année pratiquement des articles ou des livres qui sont publiés sur la fameuse Mona Lisa.
Or, on sait quand il a été créé, par qui il a été créé, et on en discute encore. Alors, pensez évidemment des peintures qui ont été faites il y a des milliers d'années par des gens que l'on ne connaît plus. Alors, il y a eu pour mettre les choses au point, il y a eu des découvertes très récentes, notamment à Gibraltar, qui tendraient à prouver que l'homme de Néandertal avait déjà des expressions artistiques. J'avoue que j'ai vu ce qui avait été produit à Gibraltar. Ma foi, c'est une sorte de gravure de grille. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'art? Pas vraiment. Mais l'homme de Néandertal aurait des signes, en tout cas, d'esthétique, d'approche esthétique. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en réalité, l'art, en général, est attribué à l'homo sapiens sapiens, c'est-à-dire vous, moi, et pour certains, ça serait dû à effectivement l'évolution, et notamment une évolution dans le cerveau, qui montrerait que les préoccupations artistiques et esthétiques vont naître. Alors, on va aller visiter quelques grottes européennes, et on va parler notamment justement de Chauvet, de Cosquières, de Gargas, de Lascaux et de Nio, qui sont vraiment des grottes emblématiques par la quantité de peintures qui ont été trouvées, par le réseau de grottes, et on va véritablement, très rapidement, visiter ces grottes et voir un peu ce qu'on peut en dire actuellement. Alors, vous voyez qu'à l'échelle chronologique, à côté, les différentes époques, je ne vais pas rentrer en détail là-dedans, il y a eu toujours des grandes difficultés à dater cet art pariétal, et c'est le cas pour l'art rupestre en règle générale. Pour de simples raisons. Lorsqu'il s'agit de gravure, on n'a pas vraiment de possibilité de dater avec les méthodes comme le carbone 14 ces gravures. Et lorsqu'il s'agit de peinture, mais on n'est pas encore embêté, parce que si pour la grotte Chauvet, les peintures ont été faites au charbon de bois, là, on peut dater, puisque c'est du charbon de bois. Lascaux, par exemple, c'est du bioxyde de manganèse, c'est donc pas un produit carboné, donc il n'y a pas de trace de carbone, donc on ne peut pas le dater. Et donc pendant tout un temps, la datation s'est faite par le style. Avec ce principe assez basique, on est parti de quelque chose d'assez frustre, et par évolution, on est arrivé à quelque chose de magnifique. C'est un peu le principe qui avait prévalu. Or, le problème, c'est que Chauvet, on va avoir quelques illustrations dans un instant, Chauvet, pour finir en datation, donne des datations de 32 000 ans, et semble être la plus vieille grotte ornée que l'on connaisse actuellement. Or, et vous le verrez dans un instant, ces peintures sont dignes vraiment de grands artistes. Alors, de qui parle-t-on dans ces grottes? Pour vous indiquer rapidement, bien, on voit essentiellement des animaux dans ces grottes. Alors, je vous parle de grottes essentiellement parce que je ne vais vous présenter que des grottes. Il existe aussi c'est la majorité de l'art pariétal qu'on connaît, ce sont dans les grottes. Il existe aussi des gravures à l'extérieur de grottes, dans des sites de plein air. Ils sont nettement plus rares, on les a moins bien conservés, mais l'exemple de Foz-Coa au Portugal est assez emblématique. C'est un site de gravure. Alors, de qui parle-t-on donc? Eh bien, essentiellement de chevaux. Vous voyez que dans les milliers de représentations qui ont été faites, plus d'un quart sont des chevaux. Et si l'on réunit bison et aurochs, on arrive aussi à plus ou moins un quart. On va donc dire que les deux grands acteurs de l'art pariétal politique sont d'une part les chevaux, de l'autre part ce qui est bovidé, donc aurochs et bison. Et puis vous voyez que les pourcentages diminuent fortement jusqu'à atteindre un tout petit pourcent pour des poissons, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, et les poissons qui ont été représentés sont essentiellement des salmonidés. C'est important. C'est important parce que, évidemment, on s'imagine bien qu'on n'a pas choisi n'importe quels animaux, on n'a pas choisi de dessiner un ours ou un saumon ou un bison sans avoir quelque chose derrière la tête. Alors, le problème du préhistorien, c'est d'essayer de savoir qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête. Je reparlerai du saumon dans un instant avec Lascaux. Donc vous voyez que les animaux sont, hormis donc les chevaux et les bovidés, nous sommes dans des pourcentages assez faibles,
Et vous voyez dans ces pourcentages ici, ils sont très peu nombreux, des lions, des rhinocéros et des ours, qui sont considérés comme des animaux forcément sauvages, il n'y en a pas qui sont domestiques à l'époque, mais qui sont, on va dire, entre guillemets, féroces. Or, il faut savoir qu'effectivement, on constate que dans l'art parétal, les plus vieilles représentations, donc les grottes datées les plus anciennement, représentent des animaux, entre guillemets, féroces, qui sont donc les lions, les rhinocéros, les mammouths et les ours. Par la suite, avec Lascaux, avec la grotte d'Altamira que vous connaissez probablement aussi, on va passer vers des animaux plus paisibles, des herbivores tranquilles, si je puis dire, qui sont les chevaux, les bisons, et pour Altamira, la biche aussi. Alors vous voyez un absent ici, donc vous voyez en troisième position, on a ici des cervidés, ça concerne essentiellement effectivement des cerfs ou des verrons de cerf. Un des grands absents, c'est lui, c'est le renne, 3,7% seulement. Et ça a posé beaucoup de questions d'un point de vue spirituel, puisque on sait, parce qu'on a fouillé les sites d'habitat et qu'on a trouvé des ossements qui ont été, donc des animaux qui ont été consommés, le renne arrive avec une consommation de plus de 80% des animaux. Donc on a vraiment quelque chose d'assez antagoniste. On représente très très peu un animal qu'on consomme énormément. Et donc c'est comme ça que la théorie de la peinture pour, en somme, s'attirer les animaux à la chasse tombe assez facilement, parce que pourquoi ne pas dessiner des rennes, puisque c'est ça qu'on consomme. Donc c'était un peu intéressant de voir quand même ce schéma. Alors, la grotte de Lascaux, que vous avez la chance de voir en partie à Bruxelles, qui est publicité en passant, est un réseau assez incroyable, parce qu'en réalité, il a seulement, il fait à peu près que 250 mètres carrés au sol. Donc c'est un petit réseau par rapport à d'autres grottes. Par contre, c'est plus de 2000 représentations dans cette grotte. Et lorsqu'elle est découverte, l'abbé Breuil, qui est un préhistorien connu, et abbé, rentre dans cette grotte et voit, notamment en rentrant, vous voyez dans le couloir, ce qu'on appelle le diverticule-axial à Lascaux, il y a des vaches qui passent d'un côté à l'autre. Et donc, lui, il a comparé à ce qu'il connaissait, et il a dit c'est la chapelle Sixtine de la préhistoire. Et c'est comme ça qu'est née cette appellation, parce qu'effectivement, il y a des animaux assez hauts sur le plafond qui passent d'un côté à l'autre. Ici, on est dans la fin de la rotonde, et vous voyez bien que nos deux amis, si je puis dire, dont on a parlé, le cheval et la vache ou le rox, sont donc bien effectivement présents. Et c'est quelque chose qui est vraiment très très important à Lascaux, c'est cette dualité chevaux, bisons ou rox. Alors, c'est une grotte donc importante, je vous la retrace brièvement, on est en 1940. Selon la légende, il y a 4 jeunes qui se promènent dans les bois, et il y a le chien robot qui tombe dans une crevasse. Cette crevasse avait été faite par un arbre qui était tombé. Et donc ce chien s'introduit, et à la recherche de ce chien, il découvre l'entrée de ce puits. Ils vont y rentrer un peu plus tard parce qu'ils n'avaient pas de lampe, évidemment, à ce moment-là, et tombent sur ces peintures. Bon, il faut savoir pour l'anecdote, c'est que les enfants étaient déçus. Il y avait un château plus loin, donc ils espéraient tomber dans les souterrains du château. Bon, ce n'était que des peintures. Bon. Alors il faut savoir qu'en 1940, Altamira c'est 1868. Donc nous avons déjà plus de 70 ans entre les deux. Et donc lorsqu'on découvre la grotte de Lascaux, ce qui émerveille n'est pas le fait que des préhistoriques aient fait des peintures, mais que les préhistoriques aient fait autant de peintures dans un aussi petit endroit. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez la taille d'un personnage comme ici, c'est que les peintures se trouvent sur le plafond, mais se trouvent aussi très haut. Alors, là où le préhistorien commence à réfléchir beaucoup et essayer de trouver des indices sur cet homme préhistorique, c'est justement grâce à ce genre de choses. Alors, il faut savoir, pour Lascaux par exemple, les pigments principalement utilisés sont des oxydes de fer, et selon l'oxydation, on va donner un jaune jusqu'à un rouge vraiment très très foncé,
et selon la variante d'oxydation, on a toute la palette d'orangé, par exemple, comme vous voyez là, ou sur le cheval qui est là. L'autre colorant le plus utilisé, c'est le dioxyde de manganèse, pour faire tous les noirs. Alors oui, soyons honnêtes, les deux pigments se trouvent relativement facilement. Donc ça n'a pas nécessité beaucoup de travail pour trouver un gisement de ces deux colorants. Première chose. Mais, il y a un mais, lorsque vous voyez juste ici cette partie, vous voyez qu'il n'a pas fallu juste prendre 10 grammes de colorant pour faire sa peinture, mais on estime à plusieurs dizaines de kilos de pigments nécessaires pour faire l'entièreté des peintures à la grotte de Lascaux. Première chose. Deuxième chose, comme vous voyez, les peintures sont en hauteur. Et on a trouvé des traces, des trous, des endroits où on a dû fixer des échafaudages. Pas des grands échafaudages, comme on peut le voir actuellement, mais des échafaudages ne fût-ce que rudimentaires, des échelles, des cordées, des plateformes, qui ont permis de faire ces peintures. Et donc, qu'est-ce que ça nous apprend? On apprend des choses sur la société préhistorique de l'époque. Ça veut donc dire qu'il faut quitter cette image de l'homme préhistorique, un peu abruti, avec sa peau de bête qui part tout le temps chasser. On est ici devant un groupe social, un groupe probablement relativement complexe déjà, qui a permis à une partie du groupe de se mobiliser pour quelque chose qui n'apporte rien directement, si je puis dire, qui n'apporte ni pour se nourrir, ni pour se chauffer. Donc, ils ont créé une grotte. Et donc, pendant qu'ils créaient cette grotte, eh bien, il a fallu nourrir ces gens qui faisaient ces grottes, il a fallu les aider peut-être à trouver des pigments, à préparer ces pigments. Et ça veut donc dire qu'on a déjà une société relativement complexe qui a permis cette chose, et qu'on est donc devant ici une grotte ornée, ce qu'on appelle un sanctuaire généralement, qui était important, puisqu'on a pu détacher une partie du groupe qui n'avait donc plus d'utilité pour se nourrir, pour faire autre chose, qui est la création de ce sanctuaire. Alors, autre chose très importante, que vous pourrez voir à l'exposition, deuxième publicité, vous avez des vaches ou d'autres animaux qui passent d'un côté à l'autre, et vous avez aussi des crues. Une grotte, c'est évidemment pas plat, il y a des convexités, il y a des concavités. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, lorsqu'on regardait depuis le bas, la vache paraissait tout à fait normale. Par contre, si on faisait le relevé, par exemple, de la vache, elle avait un corps énorme, totalement distendu. Parce qu'évidemment, il a fallu peindre la cavité qui avait été faite. Et donc, c'est ce qu'on appelle donc, en histoire de l'anamorphose, c'est-à-dire la déformation volontaire d'une figure pour que, du point de vue du spectateur, elle apparaisse normale. Et donc, ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ça veut donc dire que nous sommes déjà devant des artistes, puisqu'ils créent, transforment, modifient des formes pour que, du point de vue du spectateur qui se trouve en bas, la forme paraisse normale et donne les proportions normales de l'animal. Donc c'est quand même un processus, je veux dire, spirituel qui est quand même assez important, et donc il faut effectivement quitter cette idée de l'homme primitif. Ce qui est intéressant évidemment aussi, c'est qu'on se rend compte de ce fait, que comme les peintures étaient faites pour un spectateur, c'est qu'on désirait qu'il y ait un spectateur, qu'il y ait un visiteur. Quelle était la fréquence de ce spectateur? Quelle était la fréquence des visites? Là, on n'en saura rien, mais effectivement, c'était fait pour être vu. Ce n'était pas, comme on peut le voir notamment dans certaines peintures en Afrique du Sud. On sait qu'en Afrique du Sud, les peintures étaient faites, elles étaient un peu bâclées, c'était vite fait dans un coin, mais le but était que cette peinture soit une offrande à une divinité. Mais elle ne devait pas être vue. Ici, on n'est pas dans ce contexte. Peut-être que c'est une manière de représenter une cosmogonie, peut-être une prière, mais en tout cas, elle était destinée à être vue. Donc, cette dualité bison-cheval, qui a été mise en évidence à la fois par le roi Gourand et par la Main-Gamprère, qui sont deux préhistoriens des années 60, ils font tous les deux leur thèse sur l'art pariétal, et ils arrivent à la même conclusion: il y a une opposition nette entre chevaux et bisons. Là où c'est amusant, c'est qu'ils sont arrivés à une conclusion différente. Pour l'un, le bison était la femelle, pour l'autre, le bison était plutôt lié au mâle. Enfin bon.
On est en pleine époque, si je puis dire, structuraliste, donc on essaie de découper un petit peu, de comprendre la grotte et de comprendre la manière dont sont disposées les peintures, car effectivement, dans les années 60 et jusqu'il n'y a pas très longtemps, en fait, milieu des années 90, on avait fait fi de tout ce qui était ethnographie et on avait arrêté d'aller chercher partout des idées. Donc, il faut savoir qu'effectivement, que ce soit l'abbé Breuil, que ce soit Béguin ou d'autres, on allait un peu chercher chez les Inuits ce qui nous plaisait, puis un petit peu chez les Bushman ce qui nous plaisait, pour essayer de comprendre cet art par étapes. Et à un moment, dans les années 60, effectivement, et le roi Gourand et les Marie Monfrère ont dit ça suffit, on ne peut pas aller chercher des cultures qui sont distantes chronologiquement et géographiquement pour aller essayer d'intégrer ça. Et donc, il y a ce rejet de l'ethnographie et l'essai de comprendre, en somme, les peintures comme si c'était un texte, comme s'il y avait une grammaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a donné des résultats quand même. On n'a pas beaucoup avancé dans l'interprétation, mais on a avancé quand même dans des résultats. On a mis en évidence, comme je vous disais, 25% de chevaux, 25% de bovidés. On a mis en évidence que lorsqu'il y a sur un panneau un énorme bovidé, il y aura plein de petits chevaux, et inversement, lorsqu'il y a un grand cheval, il y aura plein de petits bovidés. On a découvert aussi que les mains, les empreintes de mains se trouvent généralement en entrée de grotte. On a découvert que et l'entrée de grotte et la fin d'un réseau étaient marqués. On trouvait généralement 2 ou 3 traits parallèles en début de réseau et 2 ou 3 traits parallèles en fin de réseau. Donc, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que donc d'une grotte à l'autre, il y a aussi une manière de présenter les choses qui est commune. Donc, on représente les mêmes petits animaux, on coupe en somme le réseau de la même manière en mettant donc ces signes en début et en entrée de grotte. Et lorsqu'il y a des figures humaines, les figures humaines sont systématiquement rejetées dans des tout petits boyaux qui sont difficiles d'accès. Le cas est clair pour Lascaux, puisqu'il faut descendre dans un puits de 5 mètres pour aller voir la figure humaine, mais le cas est très clair aussi au Mont Castillo, par exemple, où il faut ramper dans un tout petit boyau pour trouver la seule représentation humaine de tout le complexe de grotte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, je n'ai pas montré l'humain ici, c'est comme vous voyez, les animaux sont parfaitement représentés, une très belle vision naturaliste de ces animaux. On n'est pas dans le détail, mais on a pu capter l'essence de cet animal, et donc il y a vraiment un œil d'artiste pour faire ces peintures. Vous voyez la partie avant-gauche de la vache, par exemple, il y a un tout petit trait, enfin il y a un endroit où il n'y a pas de peinture, c'est laissé en blanc pour donner cette espèce de perspective. Il y a vraiment des effets d'estompe pour donner une couleur dans le pelage. Donc, c'est quelque chose de très artistique, et en même temps, lorsqu'on représente un humain, il est mal fichu. Disons-le franchement. Alors, on s'est toujours demandé pourquoi on dessine parfaitement des animaux, mais on n'est pas capable de dessiner correctement des humains. Moi, je n'ai pas la réponse, mais par contre, comme j'ai voyagé un peu partout, et vu de la rupestre un peu partout, je peux vous dire que ce n'est pas un cas unique. Et que la plupart du temps, lorsqu'on est devant de l'art de peuple de chasseurs-cueilleurs, on représente magnifiquement bien les animaux, mais soi-même, c'est-à-dire l'humain, on le représente toujours mal. Ma théorie, si je puis dire, par rapport à ce que je connais notamment au Canada, c'est que l'humain n'a pas sa place dans le monde. C'est-à-dire qu'on considère, enfin, il a sa place, mais comme un être infime. Il n'est pas un être important. Les êtres importants sont, dans ce cas-ci, le bison, le cheval, mais l'humain, lui, n'est représenté que parce qu'il existe et qu'on en a besoin dans certains cas, mais la plupart du temps, il n'est pas bien fait, et en plus, il a des attributs qui ne sont pas que humains. C'est-à-dire qu'on va le trouver avec une coiffe, avec des cornes, avec une sorte de masque, ou en érection. Mais il n'est jamais comme si c'était un humain avec une salier, par exemple, pour chasser. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Afrique du Sud, où on a des représentations d'humains armés. Alors, on a vu Lascaux. Donc, Lascaux, grosso modo, c'est 17 000 ans avant Jésus-Christ. Ici, on est à Chauvet, qui, d'après les datations carbone 14, nous donne entre 32 000 et 29 000 ans avant Jésus-Christ. Alors, selon les anciennes théories évolutionnistes, on devrait se trouver devant un art qui est assez laid, puisque du début
Or, vous voyez bien que devant ce groupe de félins qui courent vers les animaux, il y a quelque chose d'assez magnifique. On dirait vraiment un très beau fusain lavé. Bon, d'abord, on voit que on sait que la surface a été préparée, donc vous voyez la couleur normale de la craie est brunâtre en surface, elle est oxydée. On sait qu'ils ont raclé, on le voit d'ailleurs, il y a des grandes traces de raclage. Et puis ils sont venus dessiner par-dessus, et à l'aide probablement de fourrure, ils ont estompé certaines parties pour donner ce côté de relief, pour donner, comme vous voyez, ces regards très impressionnants à ces lions. Lion qui court vers, alors je ne sais pas s'il est très visible, ma flèche apparaît? Oui. Vous avez un rhinocéros, ici on voit sa corne ici, une deuxième, l'œil, puis le dos et la croupe. Vous en avez un deuxième ici qu'on ne voit pas bien, qui court vers des rhinocéros, ici un mammouth. Donc on est donc dans des animaux sauvages qui représentent un peu une chasse, mais cette fois-ci une chasse d'animaux. Troisième publicité, si vous allez avoir l'exposition Lascaux, j'ai mis un squelette de rhinocéros celluleux, comme ça vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Mais malheureusement, nous n'avons pas conservé, on n'a pas retrouvé en fouille la corne de cet animal. Or, elle est très importante, puisque la corne du rhinocéros, la première corne du rhinocéros, pouvait faire jusqu'à plus de 2,50 m de grandeur. Donc c'est pas... bon, c'est déjà pas évident de voir un rhinocéros foncer vers soi, mais qu'en plus on voit une corne qui fait 2,50 m, je pense que ça devait être relativement impressionnant. De même, un mammouth, à mon avis, ça ne devait pas être... C'est un autre herbivore qui a l'air bien visible. Je pense que ça ne devait pas être forcément évident à voir. Alors, la grotte Chauvet, en somme... Elle est toute jeune, hein, puisqu'elle a été découverte il y a 20 ans seulement. Et vous aurez l'occasion, si vous allez en Ardèche, de voir un facsimilé, puisqu'ils ont décidé de reconstituer l'entièreté de la grotte. Alors, Chauvet, contrairement à Lascaux, a eu la chance, si je puis dire, d'être découverte seulement il y a 20 ans. Lascaux, découverte en 1940, volonté d'exploitation touristique dès le début, et donc on a creusé un chemin dans la grotte pour que les touristes puissent venir. Et donc on a bousillé totalement le sol archéologique. La grotte Chauvet a eu la chance d'être épargnée pour ça, et donc c'est pour ça que personne n'y va actuellement, c'est parce qu'on veut préserver le sol pour pouvoir le fouiller. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit beaucoup de rhinocéros qui sont représentés, beaucoup d'ours aussi, et intéressant aussi, c'est qu'on a trouvé des crânes d'ours dans cette grotte qui sont positionnés comme sur des autels. Ce ne sont pas des animaux qui sont morts sur place, peut-être, mais en tout cas, leurs crânes ont été positionnés à des endroits importants, ce qui montre que l'ours avait un rôle important, probablement dans la mythologie. Alors, je vous montre ça aussi, pour montrer la complexité de l'image. Vous avez donc deux lions qui sont ici en bas de l'image. Donc vous avez, enfin trois en fait. Une tête, mais l'œil n'a pas été fait. La deuxième tête, la troisième tête, donc trois lions. Devant un pilier stalagmitique qui non, oui, enfin bon, une stalactite, qui tombe donc du sol, du plafond, pardon. Et vous avez ici une image très complexe à comprendre, puisque vous avez en fait une tête de bison avec les cornes, l'œil, vous avez le dos du bison, mais ce bison se transforme en être anthropomorphe, si je puis dire, puisque, vous avez son corps ici, un bras posé sur une cuisse qui devient une jambe, et ici, la partie ici n'est pas décorée, mais utilise la forme de la stalactite. Vous avez un lion qui est ici, dont l'avant se transforme lui aussi en jambe, et ces deux jambes, la jambe du bison ici et la jambe du lion, forment en réalité les jambes d'une femme, avec ici le triangle poulien. Donc vous avez une image vraiment composite, importante, et qui montre, bon, d'abord toute la complexité de ce genre d'image à interpréter, et qui, pour moi, fait référence à d'autres choses que l'on connaît. Dans ces grottes, on trouve d'autres lions, et on a trouvé aussi cette figurine d'homme lion en Allemagne, et je pense que le lion est vraiment très important à cette époque, et on le voit souvent dans des attitudes, non pas généralement, tout le temps, dans des attitudes de chasse. Et à mon avis, le lion est à cette époque-là pris comme pendant de l'humain.
c'est-à-dire que lui aussi va chasser, lui aussi doit se tapir dans les herbes avant de foncer sur l'animal. Et donc je pense qu'il y a une sorte d'identification du chasseur préhistorique à ce lion qui représente sous la forme d'homme-lion, ou ici de cette figure féminino-bison-lion, qui montre l'importance de la fertilité, mais aussi de l'importance nourricière que peut avoir le bison, puisque le bison est un animal pas forcément facile à chasser, mais en tout cas plus facile qu'un rhinocéros et qu'un mammouth. C'est un animal qui arrive par troupeau, donc c'est plus facile à chasser, et c'est un animal dont on peut tout récupérer, vraiment tout. Donc on a dès le départ fait beaucoup de choses avec le bison, et donc était important pour la viande qui se conserve bien, dont on a la graisse, on peut sécher la viande. Donc le bison est vraiment quelque chose, un animal vraiment très très important pour la préhistoire. Il faut que je regarde là parce que je m'emballe, je pointe. Alors, vous reconnaissez ici une chouette. C'est très rare, très très peu d'oiseaux qui sont représentés, et en réalité on voit donc son dos, les ailes de dos. Par contre elle est de face, on voit ses deux yeux. Et dans les oiseaux, ce qui est intéressant, c'est qu'on a très peu de représentations d'oiseaux, mais ce sont toujours des oiseaux de ce type, soit rapaces, et encore plus souvent des rapaces nocturnes. Donc le côté de nuit a probablement été très important pour eux. Il faut savoir aussi que nous, dans les grottes, quand on rentre dans une grotte, c'est facile, on a nos lampes, où il y a déjà un éclairage prévu. Il faut quand même essayer de se mettre dans la position de l'homme préhistorique, il ne sait pas ce que c'est. Il découvre, il y a une sonorité très particulière, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de rentrer dans une grotte sans une horde de touristes derrière vous, il y a vraiment une sonorité vraiment très très particulière, et le son a joué beaucoup d'importance à la préhistoire, ça on ne le mentionne probablement pas assez. On a des instruments de musique de cette époque, mais on a aussi dans beaucoup de grottes des lithophones naturels, c'est-à-dire qu'on a utilisé des draperies ou des stalactites comme instrument de musique en tapant dessus, et on a des traces d'impact qui montrent qu'il y avait, par la 9e symphonie qui avait été créée, mais en tout cas une dimension sonore très très importante dans ces grottes qui devaient participer à un rituel ou en tout cas une cérémonie qui se passait à l'intérieur. Alors, grotte qui a quand même défrayé la chronique aussi, c'est la grotte Cosquer. La grotte Cosquer, on a une calme que de Marseille, comme on dit. Découverte en 91. Très intéressante parce qu'en fait, elle a été découverte, c'est une grotte qui se trouve actuellement à 110 mètres de profondeur et qui n'est accessible que par un boyau très étroit où il y a déjà eu plusieurs morts parce que le boyau est vraiment très difficile d'accès. Alors c'est intéressant parce que ça nous montre que les grottes ont été préservées, mais ça nous montre aussi, et là on le savait déjà, mais qu'il y a eu de grosses glaciations à l'époque, et que ces glaciations gigantesques ont provoqué forcément des glaciers, des cadeaux glaciaires parfois vraiment gigantesques. Bon, il faut savoir que il y a en plein glaciaire, je veux dire, il y a 20 000 ans, on se trouve en Angleterre avec une calotte glaciaire d'à peu près 3 km d'épaisseur. Enfin, c'est pas juste un petit glaçon, c'est quand même une grosse calotte glaciaire qui est par-dessus. Ça veut donc dire que toute cette glace, c'est de l'eau qui est figée, ça a provoqué la baisse des océans, et ça veut dire qu'on se trouvait à l'époque préhistorique avec un niveau des mers qui est à peu près 130 à 135 mètres en dessous du niveau des mers actuelles. Et dans la région de Cassis, eh bien, il y a plein de petites grottes d'anfractuosité où il y a possibilité d'avoir des grottes ornées. Alors le hasard a fait qu'on a découvert cette grotte-là. Pour certains préhistoriens, eh bien, c'est un exemple parmi tant d'autres qui aurait dû exister et qu'on ne trouvera probablement plus jamais. On le sait par les sites archéologiques qui ont été découverts dans les environs, c'est que le littoral était un endroit très très important pour les hommes préhistoriques, parce qu'en plus de la chasse, évidemment, ils pouvaient pêcher, mais ils pouvaient aussi simplement se baisser et ramasser des coquillages. Et donc tout le littoral était habité, et donc probablement que d'autres grottes devaient exister, et peut-être même une grande quantité de grottes ornées. Donc la grotte Cosquer ne fait pas figure de seul exemple, il y en a probablement d'autres, mais
c'est le seul que l'on connaît actuellement, avec des animaux que vous connaissez forcément, des chevaux, et on aura l'occasion d'y revenir, des mains. Donc vous avez ici une main qui n'est plus très visible parce qu'elle est assez facile, celle-ci est assez visible, on voit bien les 5 doigts, et celle-ci qui est une main qui a été faite comme ceci. Donc on a souvent parlé de mains mutilées, parce qu'on a effectivement parfois des empreintes de main où on a l'impression qu'il manque une phalange. Bon, il y a plein d'interprétations par des médecins qui voient des engelures, des différentes maladies. Enfin, en somme, si on fait comme ça et qu'on souffle, on y arrive très très bien sans avoir une maladie quelconque. Nio, très grosse, une grotte aussi, très importante. Et là, on est dans le même, on est dans un style intermédiaire entre Lascaux et Altamira. Vous voyez que à Lascaux, on a souvent des très gros ventres on parlait d'animaux gravis qui pouvaient symboliser la fertilité. Bon. Or, on a quand même découvert qu'il y avait des bisons qui étaient clairement mâles, qui avaient un gros ventre. Donc, c'était peu probable, c'était probablement simplement un style, une manière de représenter les animaux avec un ventre assez important. Et je vous présente Nio parce que voilà, on a quand même des cas d'animaux qui sont transpercés, comme celui-ci. On a l'impression qu'il est transpercé effectivement par de saguiers pointus ou qu'il a une blessure et qu'il saigne. Donc il existe effectivement des cas d'animaux blessés ou tués. Est-ce que ça devait apporter de la chance à la chasse ou est-ce que c'est une manière de le tuer rituellement parce qu'on en a envie dans notre pratique spirituelle ou, entre guillemets, religieuse? C'est difficile à dire. Une des interprétations de cette dualité bison-chevaux était, enfin et toujours, que c'est une dualité de clans, qu'il y aurait un clan qui se dit du bison et un clan du cheval. Et le fait de tuer ne veut pas dire ici peut-être qu'on tue l'animal, mais qu'on combat l'ennemi, on combat l'autre clan. Un très beau bouquetin. Les chevaux, vous voyez, dans un tout autre style, ce qu'on appelle les chevaux pommelés, et vous voyez encore des empreintes de main par au-dessus, et ici toute une technique en fait qui est différente. Donc si on revient juste à celle-ci, où ici c'est plutôt un tracé type fusain qui a été fait. Ici l'entièreté de l'animal a été faite par soufflage. Donc on a les mains ont servi probablement de guide et on a soufflé la peinture. Donc il y a une diversité dans les colorants, une diversité des animaux qui sont représentés, mais aussi une diversité de techniques utilisées pour faire ces peintures. Et je voulais vous présenter aussi, puisque dans la grotte de Pechwen, on a trouvé des empreintes de pas qui sont restées fossilisées dans la glaise. Alors, voilà, la difficulté est de savoir est-ce que c'est ceux qui ont fait les peintures ou est-ce que c'est une visite parmi tant d'autres. On a trouvé, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé des empreintes de pas aussi d'adultes, mais d'enfants également. Donc, est-ce qu'on... Il y a un moment, il était question de sanctuaire qui était interdit à une partie des gens. Ici, on trouve de plus en plus d'exemples qui montrent que, en tout cas, s'il y a eu une partie de gens qui ne pouvaient pas rentrer dans les grottes, cela ne se faisait probablement pas ni par l'âge, ni par le sexe, mais qu'il y avait une partie des gens qui ne pouvaient peut-être pas rentrer pour d'autres raisons. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on a trouvé effectivement des empreintes de pas d'enfants, des empreintes de pas probablement de femmes, mais les empreintes de mains aussi peuvent nous donner des indications. Et effectivement, une main d'homme ou une main de femme n'est pas la même. Et donc, nous laisse penser qu'effectivement, aussi bien des hommes que des femmes, aussi bien des adultes que des enfants ont fréquenté ces grottes. Voilà, ici on est à la grotte de Gargas pour vous montrer la technique pour obtenir ce genre de main. La grotte de Gargas a des centaines, il y a des sanctuaires comme ça, Lascaux par exemple, c'est chevaux et bisons essentiellement, bon, il y a des cervidés aussi. Gargas et Tibérin qui se trouvent dans le Pays Basque, ce sont pratiquement que des empreintes de main. Donc il y a des sortes de spécialisation aussi par sanctuaire. Alors, on a... qu'est-ce que j'ai prévu après la grotte de Cougnac, ici pour vous montrer un mégacéros, qui est un animal que j'aime beaucoup, moi. Je le trouve vraiment impressionnant. C'est un herbivore, mais impressionnant. C'est un peu l'élan, l'ancêtre de l'élan, mais qui avait quand même des bois jusqu'à 3 mètres de diamètre. Pas rien.
Je n'ai pas fait la publicité, mais je vous remercie de le lire. Ce qui est intéressant, c'est, je trouve, c'est cette utilisation de la roche pour vous montrer qu'effectivement, on n'a pas mis les peintures n'importe où, mais qu'effectivement, lorsqu'on entrait pour faire des peintures, d'abord, c'était prémédité, hein, pas comme un meurtre, mais je veux dire, c'était vraiment prémédité, puisque on venait faire des peintures, mais on avait pris le colorant, on avait pris tout ce qu'il fallait pour faire ces peintures. Et donc, on était inspiré, en somme, par les parois, probablement, pour faire ressortir. Il y a des exemples assez importants, notamment en Espagne, où on voit juste une tache et un petit trait. Est-ce que ça peut bien représenter? Or, si on prend un peu de recul, et avec un éclairage correct, c'est-à-dire, par exemple, qui fait de l'ombre, on se rend compte qu'ils ont vu très clairement tout le dessin dans la roche d'un animal. Ils ont juste rajouté un œil et le petit trait qui permettait de faire le dos qui n'était pas vu. Ici, c'est assez extraordinaire, c'est qu'en somme, on a la tête ici, vous voyez, on a un peu des bois qui est ici, mais tout ça, ici, ce sont les concrétions naturelles de la grotte. Pareil pour l'encolure ici, tout ça, c'est naturel. L'épaule et la patte avant, à part ce trait qui permet de délimiter la patte, tout ça est naturel. Et donc, c'est assez extraordinaire de voir comment, en somme, ils ont, par leur trait de peinture, fait aussi ressurgir des animaux qu'ils voyaient déjà présents, en quelque sorte, dans la grotte. Alors, une des théories interprétatives de ces grottes aussi, c'est une théorie sur les saisons. Certains pensent qu'effectivement, on représentait d'une manière ou d'une autre les saisons, ou en tout cas le passage du temps dans ces grottes. L'exemple était fait avec Lascaux, mais avec d'autres grottes, cela fonctionne aussi, où on a des chevaux qui sont bien précis dans l'année, le raccouplement est bien précis dans l'année et se déroule au printemps. On a des représentations de cerfs avec leur bois. On sait que ces cerfs avec leur bois sont plutôt en automne. On a des représentations de bisons, notamment avec des bisons qui perdent une partie du pelage, et qui lui se fait en été. Donc, les animaux sont représentés à des saisons différentes et pourraient effectivement parler de la saisonnalité, mais aussi nous indiquer, pourquoi pas, des moments de chasse. C'est assez symptomatique, par exemple, les cervidés qui sont présentés à Lascaux sont tous des cervidés mâles avec leur bois et qui ont tous entre 5 et 7 ans. Vu le type d'andouillé, on peut savoir qu'ils ont entre 5 et 7 ans. Or, on sait que le cerf préférentiellement chassé est le cerf mâle entre 5 et 7 ans. Donc c'est quand même, je ne suis pas pour la théorie de la chasse, mais on peut quand même remarquer que souvent, il y a quand même une adéquation par rapport à ça. Je reprends les forces. Alors, on va faire un rapide survol, comme je disais. Ici, un petit exemple en Nouvelle-Zélande, juste pour introduire. Un type de motif qui existe encore, et notamment qu'on trouve en tatouage chez les gens actuellement, et qui représente la naissance, comme vous voyez ici, et au bout, un serpent, et c'est le serpent qui représente le fil de la vie. Donc c'est peut-être ça qui est représenté. Alors, quelques exemples comme ça en vrac pour vous montrer qu'il y en a vraiment partout. Ça, c'est Israël, en haut à gauche. Ici, on est au Nouveau-Mexique. Ceci, c'est l'Arizona. Là-haut, c'est le Texas. On a vraiment de l'art rupestre partout, sous différentes formes. Vous voyez un piquetage là qui permet d'enlever la couche noire de la roche pour trouver l'orange du grès. Ici, on trouve du beige avec un personnage avec une coiffe en escalier. Elle, on la connaît, on connaît cette coiffe en escalier. On la retrouve encore lorsque les premiers Espagnols arrivent dans le sud-ouest des États-Unis. C'est une coiffe que l'on connaît encore et qui est portée par les chamans de la région. Ah oui, tout exemple aussi. On a un peu de... on a aussi des représentations qui sont assez spéciales. On a cette main. Alors ce qui est bizarre, c'est que ce n'est pas une empreinte de main. On pourrait croire que c'est une empreinte de main, mais en réalité, elle a été dessinée. On a un arc de cercle et cette étoile. Donc il y a aussi des phénomènes astronomiques qui sont représentés. Dans ce cas-ci, certains vont même jusqu'à dire que ça représente la supernova qui était visible dans le ciel au XIe siècle. Ça me paraît un peu s'avancer, mais enfin.
Pour vous montrer qu'il y a des hommes qui ont été réalisés, vous voyez un exemple dans le Drakensberg, donc en Afrique du Sud, ici un personnage qui se trouve en Utah, ici on se trouve en Australie, on va visiter un petit peu toutes ces contrées. Il y a des animaux, ça on le sait, girafes, vous avez ici des cervidés, et vous avez là-haut toute une série d'animaux, en Afrique du Sud, des antilopes essentiellement. Des êtres fantastiques, alors ça c'est ce qu'on trouve peut-être le plus souvent quand il s'agit d'anthropomorphes, de figures humaines. Elles sont rarement juste des figures humaines, elles sont souvent avec des attributs qui nous permettent parfois de penser que c'est du chamanisme. Donc vous avez là un être solaire, mais dont les rayons du soleil, on dirait des têtes d'oiseaux. C'est une coiffe que l'on connaît chez les chamans de Californie. Ici, on aura l'occasion d'en parler, parce que je reviens dans 2 semaines, je crois, parler de l'île de Pâques, avec l'homme-oiseau. Donc vous voyez la tête, le bec, et puis ici tout le corps et son pied. Et vous avez là un être assez spécial qui se trouve donc au Canada, en Colombie-Britannique. Des mains, alors là, il y en a à peu près partout. Main positive comme main négative. Donc la main positive, c'est du colorant sur la main que l'on applique. La main négative, c'est la main qu'on applique sur la paroi. Et puis on crache du colorant par-dessus pour, lorsqu'on enlève la main, ne laisser que la trace, le pochoir. Voilà, exactement. Des motifs géométriques, comme ici. Alors là, c'est probablement le motif le plus récurrent. C'est, enfin, plus récurrent. Motif abstrait. C'est-à-dire que quand l'archéologue ne sait pas ce que c'est, il appelle ça figure abstraite. Figure géométrique, signe aussi. Par exemple, pour la grotte de Lascaux, plus de 2000 représentations. Il faut savoir qu'il y a même 1100 des représentations qui ne sont pas identifiables. Donc ça fait quand même un gros pourcentage par rapport à ce qui est réellement représenté. Alors quand ici on a une série de mains, les personnages, je ne suis pas sûr qu'on les voit bien, on est content parce qu'on a reconnu à peu près tout. Parfois on se trouve devant des panneaux comme ceci, et là on est un peu plus embêté, parce qu'on ne sait vraiment pas quoi en faire. Alors on en parlera un peu plus tard. Ce qu'on peut en faire, c'est parler de chamanisme et de vision chamanique. Dans ce cas-ci, ça a du sens parce qu'on a fait des fouilles et on a trouvé effectivement ce qu'on appelle du chilicote ainsi que du péotle, des racines de péotle. Et on sait qu'effectivement, ces 2 plantes étaient utilisées pour rentrer en transe. Donc c'est possible que c'était utilisé pour ça. Il y a différentes techniques, des gravures rupestres, ou ce qu'on appelle des pétroglyphes, des peintures rupestres où vous pouvez parfois utiliser le mot pictogramme. Ici, c'est la Cueva del Ratón en Basse-Californie. Et on inclut aussi dans la rupestre les géoglyphes, Nazca par exemple. Nazca n'est pas un cas unique, on trouve des géoglyphes un peu près partout dans le monde, on en trouve en Afrique, on en trouve en Asie, et on en trouve même aussi au Canada, où on a des grandes figures. Ici, le cas de Nazca, ce sont des pierres qui sont enlevées et qui laissent apparaître le sol. Dans la plupart des autres géoglyphes, ce sont des pierres qui sont alignées pour former des motifs. Vous voyez qu'il y a à la fois une diversité dans la représentation, une diversité dans les techniques et une diversité pardon, je vais reprendre un coup. Diversité dans les interprétations, forcément. Alors, un petit tour en Afrique du Sud. Donc, la région qui nous intéresse essentiellement, c'est cette région-ci, la région des hauts plateaux, où on va trouver ce type de paysage. La petite flèche verte indique un des abris qui a été orné. Donc on se trouve dans des abris gréseux qui se trouvent dans les montagnes, et on se trouve en réalité en territoire, ce qu'on appelle le territoire Bushman. Si vous vous rappelez de ce film, les dieux sont tombés sur la tête. C'est eux, c'est ceux qui ont une langue qu'on appelle la clique, pendant qu'ils parlent, en tout cas, qui sont souvent appelés San actuellement plutôt que Bushman. On a trouvé que ce terme était trop colonialiste. Et il n'y a pas vraiment de grottes, mais il y a des grosses anfractuosités, il y a ce qu'on appelle des abris sous roche,
Et on trouve des peintures qui sont magnifiques, avec des colorants rouges essentiellement et blancs, on a aussi des gammes de jaune. Et donc on va trouver essentiellement des oxydes de fer dans ce cas-ci. Alors ce qui est passionnant, c'est que on a pu dater une partie de cet art rupestre et qu'on a des datations déjà de 38 000 ans pour certaines peintures. Donc ça montre que même si on faisait des peintures paléolithiques et qu'on croit qu'il y avait chez nous qu'on en faisait, ben non. On en faisait déjà en Afrique du Sud, on en faisait aussi en Australie, on le verra dans un instant. Et il faut aussi remarquer que plus de 80% des motifs sont des motifs géométriques et ou abstraits, mais que dans les autres représentations que l'on sait reconnaître, on va trouver essentiellement deux types d'animaux, des serpents et des antilopes. Alors, c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'actuellement il y a un développement des technologies qui nous permettent d'analyser les peintures sans les détruire grâce à différents rayons. Ce qui est passionnant, c'est que l'on a pu mettre en évidence certains produits qui se trouvent dans les peintures. Alors, qu'est-ce qu'une peinture? En fait, une peinture, c'est un colorant, c'est-à-dire des pigments minéraux. C'est un liant, donc une matière plus ou moins liquide qui va permettre de maintenir tous ces pigments. Le liant le plus simple, c'est la salive. Mais sinon, il y a l'eau. Et puis, il y a ce qu'on appelle la charge. C'est un rajout qui n'est pas forcément utile, mais que l'on rajoute. Des fibres végétales, par exemple, que l'on va broyer en même temps que le colorant et le liant. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que dans le cas de l'Afrique du Sud, on a mis à plusieurs reprises en évidence un liant très particulier, qui est de la graisse d'antilope et qui est du sang de serpent. Donc alors le sang de serpent n'apporte strictement rien, c'est très très liquide, mais c'est intéressant, c'est qu'on l'a découvert. Et donc on va regarder ça dans un instant. Pour les Bushmen, 80% de la nourriture sont des plantes et des petits animaux. Quand je dis plantes, des petits animaux, c'est du type petites souris, des petits rongeurs de ce genre, mais pas du tout l'antilope ou la gazelle. Or, c'est bien ça qui sont représentés. Donc on se retrouve ici dans le même type de schéma que pour la scoum, ou pour l'art rupestre européen en général, c'est qu'on ne représente pas ce que l'on consomme. Et donc ça c'est quelque chose qui est assez constant, c'est que manifestement, ce que l'on consomme est trop basique, si je puis dire, fait partie trop du quotidien que pour le représenter. Donc on décide de représenter des choses que l'on consomme moins ou qu'on consomme qu'à certaines occasions. Alors je ne sais pas si l'illustration, voyons des troupeaux ici d'antilopes. Vous voyez les gammes de brun et de rouge, ainsi que les ventres blancs qui sont représentés, que l'on voit bien. Voilà. À qui avons-nous affaire? Essentiellement un type. Bon, il y a plusieurs types d'antilopes qui sont présentés, mais l'antilope la plus importante, c'est l'animal qu'on appelle l'élan, mais avec un D au bout, élan, je ne sais pas comment on prononce cela. Donc vous voyez ici l'animal, ici un mâle qui se reconnaît, entre le sexe, mais ils ont ce qu'on appelle un fanon à l'avant, qui est très clair, et que l'on retrouve dans les peintures rupestres aussi, puisque c'est un type de gazelle dont le mâle et le femelle ont le même type de cornes. Donc on ne sait pas les distinguer, si ce n'est par le fanon, lorsqu'on est loin. Alors vous voyez qu'on a ici toute une gamme de couleurs et de lavis qui vont se faire pour donner cette impression de pelage, qui est, je trouve, assez extraordinaire. Souvent on a un contour noir de l'animal, ou un contour rouge. Ici vous voyez qu'il y a les deux, si ma flèche arrive. Vous voyez ici un contour noir, ici, qui se distingue bien, ou un contour rouge ici. Et il y a ce jeu aussi, encore une fois, de couleurs et d'estompes qui permettent de jouer. Vous voyez ici, on voit très bien que cette partie, évidemment, est mise en perspective par ce trait qui permet, de visualiser ça. Il y a vraiment tout un jeu important. Et en Afrique du Sud, ce sont les champions aussi des représentations un peu hors normes, qu'on a du mal à identifier. Alors, vous savez que vous avez déjà certainement été dans des zoos, vous avez peut-être eu l'occasion de faire des safaris, je ne sais pas. Les gazelles ont souvent des animaux, des choses comme ça qui les grattent dans le dos, et ils essaient de se gratter avec les cornes ou essayer de se lécher. Et alors, ça c'est une perspective qu'à la Renaissance, ici, on n'aurait jamais osé. Cette peinture-ci date d'il y a 6000 ans. Vous avez ici la queue, le popotin, ça,
l'arrière-train de l'animal, les pattes arrière, les pattes avant que l'on voit devant, et alors vous voyez ici une oreille, la tête, une corne, l'autre oreille et les deux yeux. Donc l'animal est vraiment tordu au-dessus du dos que l'on voit à l'arrière. Je trouve cette vision-là vraiment extraordinaire parce que c'est quelque chose qu'on ne représente que très rarement, même de nos jours. Ce n'est pas vraiment une perspective qu'on va choisir pour l'animal. Vous voyez ici que, donc, avec cette représentation ici, qu'il y a aussi tous des mouvements qui sont présentés. Là où l'art pariétal européen est quelque chose de relativement statique, même s'il y a une dynamique qui peut donner par la force de l'animal, par un mouvement de tête, vous voyez qu'il y a des attitudes qui sont beaucoup plus souvent croquées. L'animal qui se lèche, l'animal qui se couche peut-être, ou qui se roule. On a des animaux qui ont l'air de se rouler aussi dans la poussière, donc il y a un jeu d'attitude qui est très très important aussi. L'antilope, importante. L'autre animal important, c'est le serpent. Le serpent qui est souvent dit avoir une tête d'antilope, donc il joue quand même les deux animaux. Et dans la mythologie, parce qu'ici on peut, disons que les descendants de cet art rupestre existent encore et on a pu les interroger et on a une certaine mythologie qui nous permet de tenter d'interpréter. Bon, moi je suis pas pour non plus de prendre en bloc et calquer, parce qu'il faut quand même savoir que parfois on a 6-7 000 ans de différence. Donc, parce que on peut supposer quand même qu'il y a eu des évolutions dans les mythes ou la manière de voir le monde, d'autant plus qu'il y a eu quand même, ils sont pas restés dans un vase clos pendant 6 000 ans, donc il y a pu y avoir des influences. Mais en tout cas, si on se fie à la mythologie, il existait un énorme serpent à tête d'antilope qui voyageait et qui passait d'une montagne à l'autre. Et il est le premier animal à être sorti d'une grotte. Le deuxième animal à être sorti d'une grotte, c'est l'élan, la grande gazette. Et puis sont sortis tous les animaux, dont les humains. Donc pour eux, tous les êtres sont sortis de la grotte. Donc c'est assez intéressant qu'effectivement la grotte est un lieu important. Le serpent est un être important parce que c'est un animal qui a façonné tout le paysage. Pour eux, c'est le serpent qui a façonné les montagnes, qui a creusé les rivières, qui a créé les différentes ondes sur la Terre. Et surtout, cet animal est important parce que c'est lui qui va créer des points d'eau et qui va apporter également la pluie. Et ce qui est intéressant, c'est que en somme, son binôme qui est l'élan a les mêmes propriétés. C'est-à-dire que cette antilope est très importante parce qu'effectivement elle est consommée, mais surtout parce que sa bosse qu'elle a au-dessus des épaules est une masse de graisse très très importante. Alors je sais que ça ne va peut-être pas faire plaisir aux femmes de l'Assemblée, mais en tout cas pour les bushman, il y avait pour une corrélation entre la bosse pleine de graisse de ces antilopes et les fesses charnues des femmes, et donc de la fertilité et de l'opulence. Et donc pour eux, ça faisait tout un système qui allait ensemble, c'est-à-dire que l'antilope apporte la graisse, apporte la fertilité, apporte le bien-être et est lié à la femme. Le serpent est lié au masculin, bon, pour son aspect, on va dire, phallique, parce qu'il sort d'une grotte, il apporte la fertilité également. Et les deux fonctionnent ensemble, car tous les deux apportent la pluie. Et vous avez vu les premières images, c'est une image qui a été prise en fait au mois de juillet, qui en fait pour eux, qui sont à l'hémisphère sud d'hiver. Et donc vous voyez, c'est relativement vert. Par contre, à cette époque-ci, c'est quelque chose de vraiment très très des herbes vraiment brûlées, donc c'est pas très un paysage si hospitalier que ça, et donc ils attendaient la pluie avec impatience. Et cette région est connue pour des orages très violents. Donc voici un exemple, et pour eux, dans la mythologie, ils voient ça réellement, soit comme des serpents qui sortent des nuages, soit comme le nuage représentant le corps d'une gazelle et les éclairs, les jambes de cette antilope. Et donc, les deux sont liés, serpent, antilope, pluie, fertilité, eau, et c'est quelque chose qui fonctionne apparemment assez bien pour comprendre cet art rupestre. Alors, je vais quand même vous dire quelle heure, je vais jamais y arriver.
Parler rapidement du chamanisme, puisque c'est de là que vous avez peut-être entendu parler de ces théories du chamanisme pour interpréter l'art pariétal en général. Cela vient d'un chercheur sud-africain qui s'appelle Lewis Williams et qui a étudié justement les San et essayé de comprendre un peu leur mythologie. Et il a interprété notamment ce qu'on appelle des thériomorphes, c'est-à-dire des personnages à la fois humains et animaux. Vous avez ici l'exemple d'un être à la fois humain et éléphant. Vous avez ici un être humain et gazelle. Et ça fait partie de tous ces processus de chaman qui sont en transformation, qui se transforment en êtres importants qui va les guider dans l'autre monde. Et il explique notamment, et vous avez cet exemple ici, les segments de nez. Et effectivement, lorsque le chaman rentre en transe très très importante, il a souvent des segments de nez. Et il interprète tous les petites taches autour ici comme les abeilles. Et effectivement, dans les écrits des Bushman et dans toutes les relations ethnographiques que nous avons d'eux, la plupart des chamans décrivent le son qui se transforme au fur et à mesure de la transe comme des bourdonnements d'abeilles. Et donc, c'est effectivement une des interprétations les plus importantes, c'est que cet art d'Afrique du Sud est un art de chaman pour apporter la fertilité, et que les motifs géométriques et abstraits qu'on a vus sont en fait des étapes dans la vision. Et là, ça se mêle avec des examens cliniques en quelque sorte, où effectivement on constate que quelqu'un qui rentre en transe va avoir différents types de visions, et que ces visions vont évoluer au fur et à mesure de la transe, en passant de juste de flash de lumière en quelque chose de plus construit, des carrés, des labyrinthes, des spirales, puis des animaux ou des personnages, et la quatrième étape va être ce mélange où on va interpréter l'animal avec la spirale, par exemple, qu'on a vu au préalable. J'accélère un petit peu pour vous parler de mon terrain de recherche, puisque moi j'ai essentiellement travaillé dans cette région-là, dans ce qu'on appelle le bouclier canadien, donc ce qui est en gros la région des Grands Lacs canadiens. Voici le type de paysage. C'est un art rupestre assez original dans le sens où il n'est ni en grotte, il est en plein air, oui, mais pas atteignable à pied normalement, puisqu'il faut prendre un canoë pour y aller. C'est un art qui se donne sur les falaises qui sont au bord de rivières et de lacs. Et ça se comprend très bien, puisque le mode de déplacement principal de ces Amérindiens, qui sont les Algonquiens, c'est le canoë. Puisqu'on a le choix, soit c'est une grosse forêt primaire et c'est impossible de traverser, c'est pas facile de progresser, soit on prend les lacs et les rivières et c'est vraiment très très facile, il faut ramer. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des falaises parfois gigantesques, mais aussi, moi je me suis intéressé au lieu. Pourquoi choisir certains rochers plutôt que d'autres? Et en fait, on constate ici, la toponymie m'a aidé à comprendre aussi pourquoi certains rochers étaient choisis. Et vous voyez ici qu'il y a le profil d'un homme. Vous voyez son front, son œil, son nez, sa bouche, son menton et son oreille. Et on sait par le toponyme, et effectivement par les Amérindiens que j'ai rencontrés par là, qu'on voit véritablement un visage dans cette roche, et que donc ce lieu est magique. Donc certains voient 3 ou 4 visages, au moins. Bon, en tout cas, celui que l'Amérindien m'a montré, c'est celui que je viens de vous montrer. Il y a d'autres lieux qui sont appelés Beaver House, donc la hutte du castor, et donc le rocher joue un rôle important dans la sélection de l'endroit où on va faire les peintures. Alors, comment arriver sur ces peintures? Je vous le montre. Alors, soit c'est en canoë simplement, soit certains lacs sont très éloignés, et donc on accroche d'abord un canoë sur l'hydravion qui va nous déposer sur le bon lac. Question de gagner un peu de temps, donc ça fait quand même un peu l'aventure. Et je vais vous montrer juste quelques exemples pour vous montrer ici tout le côté, la mythologie, puisqu'on était dans le serpent, pour vous montrer l'importance aussi du serpent dans cette mythologie-ci. Vous avez un serpent ici, que vous voyez peut-être, avec 2 cornes et un petit personnage. Et sur une autre côté de la paroi, donc vous avez ce serpent qui se trouve ici, il y a 3 mètres de distance, et ici vous avez ceci, je vais vous montrer dans un instant, ce sont des oiseaux. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces 4 mètres de distance, eh bien, il y a une grande veine de quartz, elle démarre ici, au pied des oiseaux, elle traverse tout, et elle arrive ici, et vient
taper en quelque sorte sur la tête du serpent cornu. Or, dans la mythologie, nous savons que les oiseaux tonnerres sont des êtres célestes qui combattent les êtres néfastes, qui sont les êtres de l'inframonde, qui sont les serpents cornus. Et comment les combattent-ils? Ce sont des oiseaux tonnerres, donc ils vont cligner des yeux pour faire l'éclair et battre des ailes pour faire le tonnerre. Et en lançant les éclairs, ils sont censés tuer le serpent cornu. Or, comme tout bon chasseur, parfois l'oiseau tonnerre rate sa cible. Et donc, s'il rate sa cible et que l'éclair tombe dans l'eau, eh bien, il va avoir de la brume sur le lac. Et ils expliquent notamment la forte brume sur les lacs ou les vagues, parce que l'oiseau tonnerre a essayé de tuer un serpent cornu qui se trouvait dans le lac. Si l'éclair touche un arbre, par exemple, ou la terre, eh bien, on regarde l'endroit et un chaman va venir chercher des pierres qui se trouveraient là, parce que ces pierres vont devenir magiques. Et si l'éclair touche la pierre, eh bien, dans leur mythologie, ça se transforme en veine de quartz. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons des animaux, donc les oiseaux tonnerres qui sont présentés là, avec un serpent cornu, et que les deux, à 4 mètres de distance, sont reliés par une veine minérale qui est cette veine de quartz qui vient en quelque sorte tuer cet animal. Alors, ce n'est pas qu'un exemple, là j'en ai plein d'autres. Bon, il n'est pas très visible, je le reconnais. Ici un oiseau, là, il y a son corps et ses ailes. Là, ici, il touche encore une fois une veine de quartz. Et ici, vous avez des veines de quartz qui partent comme ça. Et vous avez cet oiseau qui est mis de côté pour que les veines de quartz sortent de ses ailes. Ici, c'est un castor. Vous voyez sa queue plate ici, ses petites pattes. Et ici, c'est un ours qui est représenté. Des mains, ils en ont représenté aussi, enfin ils en ont fait aussi. Alors ça, c'est ma grosse patte. Pour vous montrer les empreintes de main. Et vous voyez qu'il y avait assez peu de colorants qui étaient mis, puisque systématiquement, vous voyez que le centre de la peau n'est pas coloré et donc reste en réserve par rapport au reste. Alors pour eux, dans la mythologie, les rochers sont super importants parce que c'est là que la majorité des chamans et autres, je dis les chamans en général, il y a 5 sortes de chamans dans cette région, vont chercher tout ce qui est médecine minérale. Et donc pour eux, l'interprétation qu'ils donnent actuellement des empreintes de main, c'est qu'un chaman est rentré et a poussé la porte et a laissé son empreinte sur la roche pour pouvoir entrer dans le rocher. Pour d'autres, en fait, on pense qu'effectivement c'est une manière d'être connecté aux esprits qui se trouvent dans les rochers, esprits qu'on appelle Mimik-Washuk, qui sont en somme leurs schtroumpfs. Ils disent haut comme 3 pommes et plein de poils, et c'est eux qui fournissent les médecines minérales. Alors, il y a aussi des choses beaucoup plus terre à terre dans la représentation. Vous voyez, c'est assez effacé, c'est la malérie. Ces traits courbes avec des petits traits par-dessus, c'est en fait des représentations symboliques de canoës avec les passagers à l'intérieur. Et vous voyez devant des animaux. Il y a un héron ici, dans sa tête, mais vous avez ses grandes pattes. Vous avez un aigle. Et ici, ce qui reste d'un castor, il y a juste sa queue et ses pattes arrière. Et ça, on sait l'interpréter facilement. C'est exactement la même chose que ça, c'est-à-dire des choses qu'on connaît ethnographiquement. C'est la manière de représenter qui se trouvait dans le canoë. Alors chacun a différents noms, gagne les noms du père, et ce ne sont pas des grosses communautés, donc une grosse communauté, c'est à peu près 150-200 personnes. Et donc ici, c'est assez simple. On se déplaçait beaucoup sur le territoire et on donnait des signes de son voyage. Et on gravait sur des écorces, et on mettait, par exemple, dans ce cas-ci, un canoë avec un personnage plus grand qui est un ours, donc, accompagné de 3 petits ours. Donc on sait que papa est un ours. Il a donné son patronyme ours à ses enfants, et il est marié à une femme poisson-chat. Et ici, il est accompagné dans son canoë par un papa rapace, ses 2 enfants forcément rapaces, et une mère loup. Et donc c'est assez simple c'est assez simple. Quand on a une communauté de 150-200 personnes, il n'y a pas beaucoup de monsieur ours qui sont mariés et une femme poisson-chat et qui ont 3 enfants. Donc, au lieu de mettre... C'est un peu comme ici, machin est passé, ça revient à peu près à dire la même chose, et donc on a sur certains rochers ce genre de motifs relativement basiques, en somme, qui véhiculent juste
Voilà, on est passé par là. Vous présentez quand même aussi rapidement un site en Argentine qui s'appelle la Cueva de las Manos, qui est un site qui est sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. On est dans les hauteurs ici de l'Argentine, et vous avez, elle porte bien son nom évidemment, la grotte des mains. Elle a une quantité impressionnante de mains, des très très belles mains, et la majorité des mains, enfin 98% des mains sont des mains négatives, comme vous voyez. Ce sont toutes des mains qui ont été faites au pochoir, parfois avec du blanc, parfois du rouge, parfois du jaune autour, comme ici. Parfois, il y a l'avant-bras qui est également mis, et donc vous avez ici en Argentine, toujours le même type de symbole, la main négative, c'est pas toujours interprété forcément. Mais vous êtes ici sur un site qui est assez important, puisqu'il y a des fouilles ont été faites, et on a trouvé du colorant qui est exactement le même que sur la paroi, et qui date de 16 000 ans. Or, il paraît que l'homme n'est pas arrivé en Amérique avant 10 ou 12 000 ans. Donc on est un peu ennuyé. Et de plus en plus de sites en Amérique du Sud, notamment au Brésil, ont des datations de 18-20 000 ans, ce qui ne correspond pas avec ce que l'on pensait, en tout cas, jusqu'il y a peu. On sait notamment pour la Cueva de las Manos qu'il y a 3 phases. Il y a une phase où on a présenté essentiellement de la chasse à un type de lama, qui est très abondant encore actuellement dans cette région de Patagonie. Puis on a eu la phase de ces mains. Vous voyez comme elles sont, je trouve ça assez extraordinaire de voir tous ces mains. Il y a vraiment une très grande variété dans la position des mains. Et quelqu'un a même étudié oui, il y a même des superpositions. Donc, ces mains-ci sont très effacées par la main qui a été faite par après. Et il y a à peu près la même quantité de main droite que de main gauche. Et là encore, si on regarde la taille des doigts et des différences, il y a aussi bien des hommes que des femmes qui ont laissé leurs mains. Une des interprétations pour ce site, c'est quelque chose que l'on trouve encore très récemment dans cette région. C'est une sorte de signature, mais aussi une sorte de signature qui pacte avec le reste du groupe. Donc arrivé à un certain âge, entre 10 et 13 ans, à l'âge de l'adolescence, la puberté, on va demander un engagement à ce jeune par rapport au reste de la communauté et de s'engager. Et donc, certains émettent l'hypothèse que c'est peut-être une manière de signer, de dire qu'ils sont d'accord et de continuer à faire partie du groupe. Voilà, pour montrer quelques exemples, parce que c'est une grotte exceptionnelle. Ça, c'est la 3e phase, où vous allez avoir, à ce moment-là, plus vraiment des mains, mais vous allez voir des animaux qui sont encore des camélidés type alpaga ou lama, avec une variété de coloris. Vous voyez encore une fois, ce sont toujours les mêmes coloris qu'on retrouve, à peu près le jaune, le rouge, le noir. Je vais aller de plus en plus vite. Voilà. L'Afrique du Nord, pour montrer d'autres, cette fois-ci des gravures, pour montrer un peu les différences. Vous voyez qu'il y a gravure et gravure aussi, parfois il y a du simple piquetage, on va donc marteler la roche pour donner un trait. Ici, non seulement il y a du piquetage, mais il y a du raclage, on va jouer avec les hauteurs et les profondeurs. Ça devient presque une sorte de mini-ronde bosse, où on va mettre en évidence des animaux, des épaules, on va gratter, puisqu'ici, vous voyez, ceci est sur le même plan que celui-ci, mais on a fait un raclage pour donner cet aspect de relief. Un autre exemple, ici vous avez un très beau buffle antique, donc vous voyez l'importance des cornes ici qui a été mise, et vous voyez ici que la queue a été mise en évidence par un raclage qui a permis de le mettre en évidence. Encore une fois ici des buffles antiques, très très abondants, aussi encore une fois très importants, qui sont liés à des sites que l'on trouve aussi en Égypte notamment, et on a fait des datations pour les sites les plus anciens. On a aussi des dates de 17-18 000 ans avant Jésus-Christ, donc des dates qui sont contemporaines de Lascaux. Voilà, ici, impressionnant, je trouve ici, c'est la perspective qui est donnée avec cette patte à l'arrière, plus une sorte de double gorge qui permet de vraiment différencier les différents étages et de donner cet aspect de perspective, avec des attitudes aussi très variées, vous voyez, dans les cornes.
Ici, c'est assez amusant, c'est donc un groupe d'autruches. Et les coups et les bords de corps ont été multipliés à l'infini pour donner cet effet de masse et aussi probablement de fourmillement, de grouillement en somme, de ces quantités d'oiseaux. Très très bel éléphant. Vous voyez ici tout le jeu qui a été fait sur ses oreilles qui sont presque comme des éventails. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez ici une ligne d'usure qui est très particulière, qui est une ligne d'usure, vous voyez, due à l'eau. Donc, ce qui est intéressant avec l'Afrique du Nord, bon, il y a des animaux qui sont présentés qui n'existent plus, donc qui nous permettent aussi de dater cet art qui est très ancien, puisque des autruches, des éléphants ou même des crocodiles ont été représentés, mais on sait qu'ils ont disparu de la région il y a 6-7 000 ans. Donc, ils n'existent plus parce qu'il y a eu un réchauffement climatique, mais il existe quand même encore dans cette région des poches d'eau, des endroits où, lorsqu'il pleut ou en hiver, il y a moyen d'avoir de l'eau, et on se rend compte que l'eau est un lieu d'attrait où on a dessiné beaucoup, enfin on a réalisé pas mal de gravures à ces endroits spécifiques. Bon, très belle girafe, vous voyez, et ici des choses beaucoup plus récentes, je ne sais pas si vous voyez, ici vous avez un char mais en aplati, donc vous avez ici une roue, une autre roue, la caisse et le timon, qui est en fait le type de char utilisé notamment par tous les Égyptiens à partir du Nouvel Empire. C'est le type de chars que l'on retrouve notamment dans la tombe de Toutankhamon, par exemple, qui sont des chars à 2 roues et à rayons, comme ici avec 4 rayons. Voici les ocelles de la girafe qui sont rendus ici par des petites dépressions et qui donnent vraiment ce côté magnifique, je trouve, avec cette double gorge que vous avez ici, cette partie qui est laissée en réserve, qui n'est pas touchée, et puis alors les ocelles qui sont faites à l'intérieur. C'est vraiment, d'un point de vue esthétique, quelque chose d'assez formidable. Alors, très rapidement, encore plus rapidement que le touriste, comme je vous disais en introduction, l'Australie, terre magique, des milliers et des milliers de sites, une utilisation de l'art rupestre jusque très récemment, et contrairement à d'autres régions, il y a cette tradition qui continue. Et donc, il y a encore beaucoup de sites d'art rupestre qui sont visités individuellement, qui sont visités par groupe. On connaît des sites qui sont vraiment restreints à certaines parties. Donc il y a des sites rupestres qui sont destinés qu'aux hommes, des sites rupestres qui sont destinés qu'aux femmes, des sites qui sont destinés qu'aux adolescents, des sites qui sont destinés qu'aux adultes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est une région où on n'hésite pas à ce qu'on appelle réactualiser les peintures. Donc on a parfois certaines peintures où on a 18-20 couches, parce que un certain nombre d'années, on va revenir sur le site et on va repeindre par-dessus. Et on va non pas faire une superposition, par exemple, d'un cheval sur un autre animal, mais on va venir réactualiser, en somme, raviver les couleurs de certaines peintures qui seraient en train de s'effacer. Pour vous montrer qu'il y a des peintures qui ont été faites jusque très récemment, un petit clin d'œil, ici c'est en fait un aborigène qui a trouvé ça très amusant, la construction du chemin de fer dans la région. Et donc la locomotive et 2 Chinois, puisque c'est surtout les Chinois qui ont été utilisés en Australie pour réaliser le chemin de fer. Donc on sait dater, ça c'est 1886, on est sûr. Ce qui est amusant aussi, c'est qu'on a dans le temps, vous voyez ici, on a aussi de Coronalda, c'est la plus vieille actuellement utilisation de grottes avec volonté esthétique. C'est ce qu'on appelle les noodles, c'est donc des nouilles, c'est-à-dire que là, il y a une glaise dans les grottes et on a fait des tracés digitaux, on a différents tracés qui ont été faits. Et ici, on est dans le plus ancien qui était daté, c'est 42 000 ans. Donc c'est même avant Chauvet, en réalité. Mais on sait que dans les années 50, 1950, on va introduire dans la peinture du bleu. Enfin, on connaissait déjà du bleu à partir d'oxyde de cuivre. On va introduire un nouveau bleu très très flashy, si je puis dire, qui vient de la poudre lessivée. Vous avez peut-être connu, vous avez des gros packs de poudre lessivée, et pour que, comme disait Coluche, pour que le blanc soit plus blanc que blanc, on mettait en fait du bleu, parce que pour nous, visuellement, un linge blanc un peu bleuté est plus blanc que blanc. Eh bien, les aborigènes ont récolté ces petites billes bleues pour en faire un colorant qu'ils ont utilisé dans les peintures. Alors, un art, comme je disais, qui s'étale, je vais essayer de brosser 2-3 images comme ça.
les plus vieilles représentations sont des gravures par pictage, et on ne sait pas très bien. Au départ, quand on a trouvé ça, on ne savait pas très bien ce que c'était. On avait un arc de cercle, des petits ronds, et puis des sortes de flèches. On ne savait pas très bien ce que c'était. Et on a trouvé ça aussi. Avec des ronds, on ne savait pas très bien ce que c'était. Et puis pour finir, quelqu'un qui passait dans le bush australien a vu en fait un émeu partir de son lit, et il a compris, parce que c'est son lit, c'est les œufs, et ce sont les empreintes de l'émeu qui quittent le nid en fait. Comme vous avez ici une représentation de la couvade, c'est un peu comme si celui qui a fait la représentation se trouvait en dessous de l'animal, et on voit donc la queue de l'animal, ses pattes, tous les œufs, et puis ici le cou et une partie de son œuf. C'est encore une fois un point de vue tout à fait original que l'on ne connaît pas. Et des empreintes ici de pieds, et on a des empreintes de pattes de kangourou. Ça, c'est un des arts les plus anciens, qui date de 18 000 à 28 000 ans. Ils ont utilisé donc la technique de la gravure, ils ont utilisé la technique de la peinture, et ici c'est quelque chose d'assez particulier, c'est de la cire d'abeille. Donc ils ont réalisé des motifs avec de la cire d'abeille, qu'ils ont vraiment collé. Bon, elle ne devait pas avoir cet aspect-là évidemment à l'époque, mais elle a fossilisé, devenue noire et craquelée. Bon, évidemment, on a la chance de l'avoir conservé dans certains petits abris. C'est quelque chose qui aurait dû être lessivé, mais on a trouvé ce genre d'exemple. Vous voyez encore une fois que l'homme ici n'est pas gâté par la nature. Enfin, oui, si je veux, mais enfin, je voulais dire dans la manière de représenter notre monde. Voici donc un aborigène qui était parti sur un site pour faire des peintures. Donc, un ethnologue l'a accompagné pour voir un peu comment il faisait. Et, bon, les techniques n'ont évidemment pas changé. En fait, ils mettent le colorant dans la bouche et ils font ce qui marche très très bien. Alors que chez nous, on a voulu voir des choses beaucoup plus compliquées avec des sortes de plumes d'oiseaux, d'os très fins coupés qui serviraient un peu comme de pistolet à peinture. Honnêtement, on met du colorant dans la bouche, ça marche très très bien. Il y a un archéologue qui l'a fait qui s'appelle Michel Laure-Blanchet, qui l'a fait pour les grottes en Europe et ça fonctionne parfaitement bien. Il a d'ailleurs refait le cheval pommier que je vous ai montré tout à l'heure. Il a refait entièrement comme ça. Bon, il a juste appris par la suite, puisqu'il a fait aussi le dioxyde de manganèse, qu'en fait c'est très dangereux. Le dioxyde de manganèse, et c'est un peu comme. Il peut être atteint de genre comme le saturnisme avec du plomb. Bon, il l'a appris après. Comme l'archéologue, après à se donner. Voilà, alors il y a différents types d'art, je voulais vous montrer ça, quand même c'est quelque chose aussi d'assez extraordinaire. C'est la plupart du temps, bon, il y a des animaux, mais aussi des personnages fantastiques. Il y a vraiment beaucoup de personnages fantastiques. Et vous avez cette vision qu'on appelle en rayon X, qui est une période bien précise dans l'art australien, qui débute il y a 3000 ans, et qui s'arrête à peu près il y a 1000 ans, où on va représenter beaucoup d'animaux, comme si on les voyait par rayon X. Et donc on va représenter leur ossature, le squelette intérieur, pour les poissons des arêtes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, outre des humains, on va essentiellement représenter des crocodiles et des poissons, qui sont tous les deux des animaux d'eau. On ne sait pas pourquoi, parce que en somme, enfin, on suppose, parce que c'est le début de la création de ces marais typiques d'Australie, qui a eu un changement climatique et peut-être qu'ils se sont intéressés plutôt aux animaux marins ou aux animaux aquatiques. Mais pourquoi ont-ils commencé à le faire, comme on dit, en rayon X? Ça, on ignore. Ici, le blanc est très très souvent utilisé, du kaolin essentiellement, du gypse aussi est utilisé pour réaliser ce blanc. Je vous montre ces petits personnages qui sont vraiment amusants. Et à la fois, vous avez ce personnage féminin avec les seins qui sont rabattus sur le côté, mais vous avez aussi toute sa colonne vertébrale avec toutes les vertèbres qui sont représentées. Donc c'est des choses vraiment intéressantes et amusantes, et vous allez voir aussi, dans ce poisson-ci n'est pas parfait, mais enfin, on voit son arête, et généralement on va même représenter quelques-uns de ses boyaux à l'intérieur. Ça se voit un peu mieux sur ce gros poisson-ci, où on voit ici toutes les arêtes, on va voir la branchie et ce genre de détails qui sont représentés. Encore une fois, on ne sait pas très bien pourquoi. Alors, la majorité de cet art rupestre australien est lié à ce qu'on appelle le dream time, donc le temps du rêve, comme ils disent, qui est à l'origine de la création de leur monde, où tout leur monde était d'abord un rêve, tous les esprits
vivaient dans une sorte de rêve. Et puis il y a eu la création de la Terre, et seuls certains initiés parviennent à revenir dans ce temps du rêve pour comprendre la formation. Et là aussi, bon, il y a différentes légendes de créatures qui ont créé les espaces. Encore une fois, un serpent très important, un kangourou qui a pu créer aussi des empreintes un peu partout dans le paysage. Et pour eux, tout date de ce temps du rêve et tout est issu de ce moment-là et de ces créatures magiques qui ont créé tout cela. Voilà, vous avez des figures vraiment amusantes. Vous avez ici une représentation féminine. On voit sa colonne vertébrale, sa vulve et deux petits personnages dedans. Et on sait qu'effectivement, au temps du rêve, en fait, il y a des jumeaux qui ont été très importants dans la création du monde. Il y a un bon, il y a un mauvais, et c'est cette bataille entre les deux qui a créé en somme l'Australie telle qu'on la connaît, avec ses canyons, c'est le grand rocher et différentes choses comme ça. Il y a une autre période qu'on appelle ici Mimi, qui sont, vous voyez, c'est tout à fait différent. C'est beaucoup plus récent dans la présentation. Et vous voyez ici que les personnages sont représentés uniquement par des traits très fins, et donc il n'y a plus tout ce développement tout autour. Et eux sont plus souvent liés à la chasse, et vous le voyez ici, posséder ce qu'on appelle un propulseur. Vous voyez ici le bâton avec le petit crochet. Peut-être qu'un cours précédent, on a parlé des propulseurs. Donc un bâton avec un crochet qui permet de lancer la saillée beaucoup plus loin, ça permet de multiplier en somme le bras. Voilà un dernier exemple. Vous voyez donc tous ces poissons qui sont présentés avec les arêtes et la colonne vertébrale. Et pour vous montrer aussi qu'on sait que cet art rupestre est très ancien, puisqu'on a des animaux aussi qui sont actuellement disparus. Donc vous avez le tilassin, qui était un tigre de Tasmanie, qui a disparu dans cette région-là déjà il y a plus de 5000 ans. Et vous avez le Zaglossus, qui est une sorte d'équidné, c'est une sorte d'énorme hérisson insectivore, qui a disparu aussi à peu près 4000 ans de cette région. Et donc sa représentation permet, en tout cas, de dater, d'avoir un terminus antiquaire. Et bon, voilà, des personnages originaux. Et puis je vais vous terminer juste par ces petites anecdotes et ces petites notes humoristiques, puisqu'on parle beaucoup des caricatures actuellement. Je trouvais que c'était intéressant de montrer qu'en somme toute, on ne sait toujours pas où on en est. En tout cas, pour l'art pariétal politique, on a beaucoup de théories, mais qu'évidemment, on ne sait pas, on ne saura jamais. Pour moi, la possibilité, c'est d'approcher au maximum, effectivement, à l'interprétation. Parfois, en allant glaner à gauche et à droite des interprétations, mais si l'ethnographie doit être utilisée, pour moi, l'ethnographie doit aussi servir de rail garde-fou, pour ne pas dire n'importe quoi, évidemment. Voilà. Voilà, je remercie beaucoup Serge Lemaitre pour son bel exposé et pour nous avoir fait voyager à travers un art rupestre si varié dans les lieux, dans les temps, dans les techniques. Je vous cède immédiatement la parole pour des questions ou des remarques. J'ai pas tout inclus, évidemment, mais j'ai travaillé effectivement aussi pendant 7 ans en Syrie du Nord. On avait trouvé, oui, j'ai eu des nouvelles hier, c'est pas terrible du tout, mais donc on avait trouvé un site où il y a plus de 5000 roches gravées, et qui elle est intéressante parce que, mais j'en ai pas parlé ici parce que c'est un cours sur la préhistoire, mais ces roches gravées qu'on a découvertes en fait font lien avec tout ce qui est cité États comme les tels que vous connaissez peut-être, les cités comme Our ou autres, où on a des représentations effectivement de chasse royale au lion, on a des chariots qui sont possédés par les rois, et qu'on en trouve dans les tombes d'Our, on a des musiciens de lyre par exemple. On peut relier là à tout ce qu'on connaît de la Mésopotamie par les Cigales Rousseau et autres. Donc l'art rupestre n'est pas cantonné qu'à la préhistoire, on en trouve à différentes époques, et puis on en trouve encore sur nos murs beaucoup de gares et autres. Voilà. Et quand on parle d'art rupestre, on a tendance effectivement à parler d'art, parce que souvent, effectivement, comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de vous le montrer, il y a quand même une dimension esthétique importante à ces représentations.
Mais on ne sait pas s'il y avait vraiment une vocation artistique quelconque. Et qui sait, peut-être que dans 10 000 ans, si on trouve des tags, peut-être qu'on l'inclura dans l'art. Il y en a qui sont là, hein, honnêtement, je trouve. Il y a des muraux qui sont pas mal. Des questions? Oui, vous avez dit que pour Lascaux, donc les peintures avaient destination à être vues. Mais on est dans une grotte et à cette époque-là, on n'avait pas l'électricité, donc il faisait noir. J'imagine qu'on peut arriver avec du feu dans la grotte. Tout à fait. Est-ce que ça ne pouvait pas noircir justement toutes les parois et à ce moment-là détruire les représentations? Comment est-ce qu'on sait expliquer ça? On l'explique relativement facilement. Alors, on a souvent parlé, je vais revenir d'abord en arrière un petit peu, on a souvent parlé des hommes des cavernes. Or, ils ne sont jamais habités dans les cavernes. Pour une bonne raison, qui est que même dans une caverne, il fait froid. Vous savez que les grottes ont des températures plus ou moins constantes. Et donc, on estime qu'à l'époque de la préhistoire, une grotte devait être entre 5 et 8 degrés. Donc, ça nous protège de la pluie, ça nous protège du vent, mais pas du froid. Donc, on va allumer un feu. Or, si on vit dans une caverne, c'est très embêtant. Parce qu'il faut bien que la fumée aille quelque part. Donc, les hommes des cavernes n'ont jamais habité dans les cavernes, ils habitaient à l'entrée, sous les porches des cavernes, mais pas dans les cavernes. Par contre, ils maîtrisaient le feu. Donc, ça fait 600 000 ans que l'homme maîtrise le feu, en tout cas en Europe, plus pour l'Asie. Et donc, on a trouvé dans beaucoup de grottes ce qu'on appelle des mouchetages de torches. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'essai, vous avez un bout de bois, vous l'allumez, ça va bien brûler pendant un certain temps, et puis à un moment, ça va tellement carboniser que vous allez avoir que du charbon au-dessus. Et donc, ce qui est nécessaire de faire, c'est de taper un peu pour éliminer le charbon, pour raviver la flamme. Et on va trouver ça dans des grottes. On a ce genre de choses où on a tapé la torche et on a des traces noires à ces endroits. Ça, c'est pour la torche telle qu'on la conçoit, le bâton allumé, et on se promène dans la grotte. La fumée s'envole, si je puis dire, au-dessus, et va créer effectivement des tracés noirs sur les plafonds des grottes, et on en trouve, effectivement. Si vous allez dans cette... il y a pas mal de grottes en France que vous pouvez visiter. Si vous faites attention, vous allez voir effectivement des traces de suie sur le plafond. Par contre, très tôt, on a inventé autre chose, c'est la lampe à huile, ou la lampe à graisse, en fait. Il y en a un très très bel exemplaire, justement, à Lascaux, où là, on a vraiment sculpté une lampe, avec un manche et un petit godet. On en a des choses beaucoup plus rudimentaires. Et on a trouvé aussi dans des grottes des lampes à huile qui n'étaient pas transportables. C'est-à-dire qu'on a sculpté des sortes de petites cupules dans la roche directement. Et en mettant un morceau de graisse et en l'enflammant, ça va donner une lumière qui est plus chaude, enfin plus blanche, je veux dire, qu'une torche. Ça va donner nettement moins de fumée et ça va durer beaucoup plus longtemps. Et donc on pense qu'effectivement la torche, on rentre dans la grotte, on reste le temps de la torche et puis on s'en va. La lampe permet de rester plus longtemps et va beaucoup moins donner ces taches de suie. Et donc celle qu'on va trouver, c'est à cause des torches ou à cause de ces petites lampes qui ont été creusées directement dans la grotte où on va trouver un peu de suie dans les environs. Bon, à part ça, Lascaux est un cas, bon, pas unique, mais est un cas un peu spécial dans le sens où Lascaux est une grotte qu'on peut appeler morte en quelque sorte, dans le sens où il y a longtemps, lorsque la grotte a été fermée, elle a été recouverte de glaise, ce qui fait qu'elle n'a plus eu l'humidité. Donc la grotte de Lascaux est une grotte intéressante, mais d'un point de vue, si je puis dire, karstique ou géologique, elle est assez laide, dans le sens où il y a très peu de stalactites, pratiquement pas de stalagmites, pas de draperie ou d'autres choses comme ça, parce qu'elle était finie en quelque sorte. Mais la plupart des autres grottes continuent un peu à vivre, à avoir cette humidité. Donc, voilà, la suie et autres sont lessivées de manière régulière, peuvent avoir disparu ou avoir coulé. Ça. Le deuxième élément, c'est qu'on pense franchement qu'on ne venait pas si souvent que ça dans les grottes. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle était ornée, par exemple pour Lascaux, on sait qu'il y a deux moments importants, vers 19 000 ans et vers 17 000 ans. Et qu'entre-temps, on n'a aucune trace. Et qu'après, on n'a aucune trace. Et que donc, ce sanctuaire, on n'y venait pas très régulièrement.
moi je fais une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai l'impression qu'avec Lascaux, on a comme une sorte de basilique. Qu'avec Millau, Chauvet, on a des cathédrales, et puis qu'après, on a des églises, et parfois on a des chapelles. Parce qu'on a vraiment des grottes où il y a 2 motifs. Il y a des grottes où il y a une centaine de motifs, et avec une grotte comme Lascaux, là, on a l'explosion, on a plus de 2000 motifs. Et on voit que Lascaux, par exemple, est éloigné de Chauvet, et est éloigné d'Altamira. Bon, encore une fois, je vous parle que de ce qu'on connaît, de ce qu'on a découvert, évidemment. Mais on a l'impression qu'il y a vraiment des sortes de centres qui sont disposés à des distances assez importantes les uns des autres, et qu'il devait exister une sorte de méga sanctuaire pour un grand groupe, et puis qu'il existait des plus petits à gauche, à droite pour les autres. Et donc, est-ce qu'on venait souvent dans ces sanctuaires? En tout cas, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on a très peu de traces d'utilisation. On trouve bien des petits fichés, on trouve bien des mouchages de torches, et tout. Mais il n'y a pas grand-chose qui nous donne l'impression qu'on est venu vraiment très très fréquemment dans ces grottes. Et notamment dans les traces de pas, on a trouvé des traces de pas. Bon, ils sont venus le jour où spécialement la glaise était assez fragile et fraîche pour laisser l'empreinte et la conserver, mais on n'a pas vraiment des vagues de passage importantes dans la grotte. Si j'ai répondu. Oui, j'ai eu une précision que je voudrais, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi. Quand vous parlez des grottes de Casquet, c'est ça? Cosquer. Cosquer, oui. Ça se trouve, c'est en France? C'est en France, près de Marseille, dans la région de Cassis. Ah oui. Donc ça correspond à une époque glaciaire, Oui, tout à fait. importante. Donc, Vers 22-23 000 ans. est-ce que c'est ce qu'on a à cet endroit-là, c'était pas l'époque glaciaire? Enfin, je veux dire, c'était froid comme le climat, ou parce que vous parlez d'Angleterre, donc l'Angleterre était, vous avez dit, embarquée dans l'époque glaciaire, glacier, etc. Donc on est, même de Marseille, on est quand même pas si loin. Non, bien sûr. Donc le climat à cet endroit-là devait quand même être très favorable. Le climat, vers 22-23 000 ans, n'était pas magnifique. Il devait avoir quand même de temps en temps un bel été, si je puis dire. Un bel été vers 17-18 degrés, pas un bel été comme actuellement sur les plages de la Côte d'Azur. Mais donc, en gros, vers 20 000 ans, il y a une énorme calotte glaciaire sur tout le nord de l'Europe. Mais en même temps, sur le nord de l'Asie et sur le nord de l'Amérique du Nord aussi, évidemment. On a vraiment une ceinture glaciaire tout autour. Et tout fait que tout est décalé, si je puis dire. C'est-à-dire que je ne suis pas météorologue et bon, c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais donc le système des courants à la fois marins et les courants de l'air ne sont pas les mêmes, et fait que à cette époque-là, donc, tout est décalé, ce qui fait que le Sahara, qui est maintenant désertique, ne l'était pas du tout à cette époque-là. Donc tout est un peu décalé. Bon, alors il y a des zones plus sympathiques que d'autres, effectivement, près de cette grotte Cosquer ou en Ardèche, il y avait vraiment des sortes de microclimats. Comment on peut le savoir? Parce qu'on fait des études palynologiques. C'est-à-dire que dans les fouilles, on va dans certaines couches rechercher, et il y a des gens un peu patients, qui vont rechercher les moindres pollens ou autres dans cette terre. Ils vont faire des reconstitutions du climat, du paléoclimat en quelque sorte. Et effectivement, dans certaines zones, on est vraiment dans la steppe aride, froide, donc ce qu'on peut trouver en Sibérie par exemple. On a de l'herbe, on a parfois un petit noisetier qui sort timidement. Un peu plus bas, on va tomber sur plutôt un paysage de taïga avec quelques noisetiers, quelques bouleaux, ce genre de choses. Et effectivement, plus dans le sud, on va dire dans le sud qui est actuellement la France ou l'Italie, on va trouver parfois des vrais petits bosquets, mais on ne va pas trouver des forêts de hêtres ou de chênes par exemple. Donc c'est quand même un paysage relativement ouvert qui est présent et qui va se modifier au cours du temps. Il y a eu 4 grandes glaciations, des interglaciaires, et donc il faut savoir que il y a 20 000 ans, on était au plus fort du glaciaire. Le pont, il y avait un pont glaciaire entre l'Asie et l'Amérique du Nord,
nous laisse penser qu'effectivement c'est par là qu'une partie de la population est passée. Le niveau des mers à 130-135 mètres plus bas qu'actuellement, et dans un paysage beaucoup plus ouvert qui laisse place aux grands herbivores. Le mammouth, le rhinocéros, par exemple. Et au fur et à mesure, il va y avoir un réchauffement, et vers 10 000 ans, on va être avec un vrai réchauffement, avec des animaux tels le mammouth, tel le rhinocéros laineux ou le mégacéros, qui vont se retrouver un petit peu ennuyés par les changements climatiques. Ils ont connu ces changements climatiques. Le mégacéros, il est embêté, il a 3 mètres d'envergure de bois, il va se retrouver dans des forêts qui commencent. Il est un peu ennuyé, il va pouvoir se déplacer facilement. Le rhinocéros, lui, vivait en petits troupeaux, il va se déplacer, il va tenter de migrer vers le nord, on le voit par les datations de ses restes osseux, mais il ne va pas très bien réussir sa migration, et puis on pense que déjà le groupe était beaucoup plus petit, et puis il y a peut-être eu une surchasse, ce qui fait que l'espèce a été atteinte. Par contre, le mammouth a réussi, si je puis dire, sa transition, et va partir vraiment tout à fait dans le nord de la Finlande, dans le nord de la Sibérie. Il va se retrouver même à un endroit où, par le réchauffement, il va se retrouver coincé sur une énorme île dans le nord de la Sibérie, et va continuer à vivre là. Et ça, c'est, bon, pour la compression historique, je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire qu'on sait, on parle des datations de plusieurs exemplaires de mammouths sur cette île-là. Ces mammouths-là sont morts il y a 5500 ans, c'est-à-dire au moment où on mettait les premières pierres pour faire les pyramides sur le plateau de Gizeh. Ça, je trouve ça assez amusant de constater qu'effectivement, certains animaux n'ont pas réussi leur reconversion à cause de ce changement climatique. D'autres, plus ou moins, et vont parvenir à vivre dans un climat qui ressemble à ce qu'ils connaissaient. Et puis on va continuer à avoir un réchauffement, et on va avoir vers 6000 ans le summum du réchauffement, puisque ce réchauffement fait qu'il faisait 3 ou 4 degrés plus chaud que maintenant. Donc avec des niveaux de mer différents aussi. Donc ce ne serait pas la première fois qu'on aurait un réchauffement climatique qui permettrait d'avoir des haussements aussi de la mer. Par contre, maintenant, on est un peu plus nombreux et il y a des gens qui habitent sur les bords des mers, et donc s'ils doivent refluer, ça va être un peu plus complexe à gérer. Alors, il y a une petite question. Donc, les animaux qui sont présentés reflétaient, de cette manière, le climat de Tout à fait, oui, tout à fait. Les hardes de rennes qui se déplaçaient, on en a trouvé des exemples chassés, mais on en a trouvé aussi des animaux qui sont morts, simplement. Les mégacéros, tout ce sont des animaux qui sont bien présents et qui sont localement là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a que des grands animaux, somme toute, qui sont représentés. On a bien un petit renard qui est représenté, une sorte de mustélidé quelconque, parce qu'on le voit, on croit reconnaître une sorte d'hermine, et tous ces animaux-là sont représentés. Tout ce qui était écureuil, oiseaux et autres, on ne va pas représenter. Au Canada, on a, à part des orignaux, donc les élans, quelques caribous ou rennes, des serpents et des oiseaux, on n'a pas grand-chose qui est représenté. Je vais vous dire que j'ai vu d'autres animaux. Bon, essentiellement des moustiques. Cela, on ne les a pas représentés. Mais tout ce qui est raton laveur, écureuil, tout ça, on ne le voit jamais représenté. Donc, ce qui laisse penser effectivement qu'il y avait une sélection, il y avait un choix, on ne représentait pas tout et n'importe quoi. Ce qui laisse penser qu'effectivement, cet art était un art qui était plutôt lié à la cosmogonie ou à la religion, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que les animaux qu'on croise tous les jours, ou les animaux qui n'ont pas l'air dangereux, ou des animaux qu'on consomme de manière régulière, ils ne sont pas représentés, ceux-là. Par contre, les autres, oui, donc il y a probablement un statut spécial qui est conféré à certaines espèces animales, et que c'est ceux-là qu'on va représenter là pour différentes raisons. Les raisons ont pu évoluer à travers le temps, et puis les raisons ont pu évoluer aussi à travers les régions. Si je ne vous ai pas parlé des discriminations, mais par exemple la biche, 85% des biches qui sont représentées dans le nord de l'Espagne, on n'en trouve pratiquement pas en France. Donc il y a aussi des régions spécifiques où on va trouver certains animaux et pas d'autres. Voilà, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et malheureusement on n'a pas de réponse. On tente de répondre. Une dernière question. Dans ce cas, je remercie beaucoup Serge Lemaître. Vous l'entendrez à nouveau le 16 mars, car c'est lui qui viendra nous parler de l'île de Pâques. Sinon, dans ce cycle, la prochaine conférence, c'est lundi prochain
une sommelière qui va nous faire déguster du thé. Et vous êtes les bienvenus, même si... Oui, on laisse le... C'est plus original, quand même. Et sinon, ce jeudi-ci, il y a organisé avec Citek au Carré une conférence qui va vous plaire davantage sur tourbillon en Champagne, où il y aura aussi des photographies sur les bulles et toute une étude sur la manière dont les bulles se développent et évoluent dans le vin. Voilà.